L'avion volait à 9000 mètres Maintaining d'altitude current au-dessus du trajectory. vaste et calme océan Formation Pacifique. stable. Requesting updated Le ronronnement coordinates. des moteurs de l'Airbus A330 berçait la plupart des passagers durant ce long vol entre Manille et Sydney. Soudain, la quiétude de la cabine fut brisée par la voix du commandant de bord, diffusée par le système de sonorisation. Une voix empreinte de retenue et d'une tension palpable. « Bonsoir mesdames et messieurs. Si des pilotes de chasse se trouvent parmi nos passagers, veuillez vous présenter immédiatement à l'équipage. » Un silence de mort s'installa. Le cliquetis découvert sur les plateaux repassait sa net. Les cœurs ratèrent un battement. La tension était presque palpable, à couper au couteau. Au siège 8A, une femme en simple veste noire remua légèrement dans son sommeil, ignorant que dans quelques instants, la discrétion qu'elle s'était efforcée de dissimuler serait révélée au grand jour devant des centaines d'inconnus. Il ne s'agissait pas d'une simple turbulence. Ce n'était pas un simple voyage en avion. C'était le genre de drame en haute altitude qui oblige les gens ordinaires à révéler leurs vérités les plus profondes. Elle avait choisi ce vol pour le calme, espérant que le long voyage entre Manille et Sydney se déroulerait dans la tranquillité. Une occasion de se blottir dans sa veste qui portait encore légèrement l'odeur de sa maison à Quezon City, de s'adosser à l'oreiller et de se fondre dans le décor, comme n'importe quel voyageur fatigué. Elle s'appelait Capitaine Bea Mendoza, même si personne autour d'elle ne connaissait encore son titre. Pour eux, elle n'était qu'une passagère ordinaire, aux cheveux noirs encadrant un visage adouci par la fatigue. Des années de déploiement au combat à Mindanao, des milliers d'heures aux commandes d'un FA-50 PH et des missions classifiées lui avaient laissé un corps habitué aux nuits blanches, mais une âme en quête désespérée de repos. Il ferma les yeux et tenta d'ignorer le bavardage de l'homme d'affaires Renato Cruz, assis de l'autre côté de l'allée, les doux pleurs d'un bébé quelques rangées derrière, le cliquetis des claviers d'un voyageur absorbé par son ordinateur portable. Pour la première fois depuis des mois, on ne s'attendait pas à ce qu'il dirige, décide ou sauve la situation. Il voulait juste dormir. Mais le destin semblait avoir une façon bien à lui de rattraper ceux qui pensaient lui avoir échappé. Quelque part au-dessus du Pacifique, au-dessus des nuages, le destin le rattrapa. Tout commença par un appel soudain depuis le cockpit qui figea toute la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, Antonio de la Cruz. » La voix se voulait calme, mais une pointe de tension transparaissait. Le genre de voix qui tente de masquer ses failles derrière l'autorité. Nous rencontrons une situation qui requiert une assistance immédiate. Encore une fois, si des pilotes de chasse se trouvent à bord, veuillez vous identifier. Ces mots semblaient irréels. Un pilote de chasse sur un vol commercial? Un murmure parcourut les passagers, mêlant confusion et peur. Quelques personnes rirent nerveusement, pensant peut-être à une mauvaise plaisanterie, mais le ton du commandant de la Cruz était dénué d'humour. L'hôtesse de l'air, Ángel Reyes, grand et calme dans son uniforme, les cheveux soigneusement tirés en arrière, descendit rapidement l'allée. Son regard balaya chaque rangée de sièges d'un pas pressé. Il se pencha vers le siège 8A et posa délicatement la main sur l'épaule de Béa. « Madame » murmura-t-il d'une voix légèrement tremblante, trahissant sa nervosité. « Le commandant de bord demande si nous avons un pilote de chasse. Connaissez-vous quelqu'un » Béa ouvrit les yeux, encore ensommeillée, et son premier réflexe fut d'ignorer la question. Elle ne devait pas être cette personne. Elle s'était jurée d'avoir renoncé aux cieux de la guerre. Mais alors, elle remarqua les visages autour d'elle. La peur se lisait dans les yeux d'inconnus. Des prières murmuraient. Des gens agrippés aux accoudoirs, comme préparés à l'inconnu. Et quelque chose changea en elle. L'ironie était frappante. La seule femme à avoir effectué des missions furtives au-dessus du territoire ennemi, à avoir navigué dans le ciel nocturne avec des missiles à ses trousses, à avoir pris des décisions en une fraction de seconde qui auraient déterminé la vie ou la mort de son équipe, faisait maintenant semblant d'être quelqu'un d'autre, une passagère endormie au siège 8A. Mais le destin ne lui permettrait pas de dormir pendant ce vol. Elle pouvait ignorer l'appel, rester couchée, laisser quelqu'un d'autre répondre. Mais que se passerait-il s'il n'y avait personne d'autre? Le regard d'Ángel Reyes était suppliant, scrutant Béa comme s'il devinait la vérité enfouie sous son silence. Béa ouvrit la bouche, puis hésita. Les souvenirs l'assaillirent, le rugissement des moteurs d'un FA-50 PH sous ses commandes, le crépitement des instructions dans le casque, les éclairs des explosions en contrebas. Elle avait tourné le dos à cette vie, mais cette vie ne lui avait jamais complètement tourné le dos. Et maintenant, à 9000 mètres d'altitude, elle comprit que si elle ne se levait pas, l'avion risquait de ne jamais atteindre sa destination.
Elle inspira lentement, et lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était empreinte d'une autorité qu'elle croyait avoir enfouie. « Je suis pilote, dit-elle doucement, puis plus fort. Je suis pilote de chasse. » La cabine s'emplit de murmures d'étonnement et les têtes se tournèrent. M. Renato Cruz, de l'autre côté de l'allée, resta bouche bée. Une jeune femme nommée Bianca Santos se pencha en avant, stupéfaite. Le visage d'Angèle Reyes s'illumina de soulagement, comme si on venait de lui tendre la main. Elle hocha rapidement la tête en murmurant « Suivez-moi ». Le pouls de Béa s'accéléra tandis qu'elle se levait de son siège. Tous les regards de la cabine étaient rivés sur elle alors qu'elle se dirigeait vers le cockpit. Sa veste noire lui semblait soudain un uniforme qu'elle avait enfilé par inadvertance. Derrière cette porte, des réponses et des dangers auxquels aucun passager civil n'était préparé l'attendaient. Béa retint son souffle, sachant que ce n'était que le début. Elle descendit l'étroite allée d'un pas assuré, mais au fond d'elle, le poids du passé et l'incertitude du présent se heurtaient à chaque battement de son cœur. Tandis qu'Angèle passait sa carte magnétique pour ouvrir la robuste porte du cockpit, les regards des passagers étaient rivés sur son dos, partagés entre la peur et l'espoir. À cet instant, il n'était plus un simple inconnu en veste. Il était leur chance de survie. Pourtant, aucun d'eux ne comprenait encore l'ampleur de la crise qui se jouait derrière cette porte verrouillée. Lorsque la porte s'ouvrit et que Béa entra, l'atmosphère changea. Le bourdonnement des commandes et les voyants d'alerte clignotants dressaient un tableau plus terrifiant que tout ce qu'un civil à l'extérieur pouvait imaginer. Le commandant Tonio de la Cruz et le copilote Roberto Lim étaient tous deux livides, leurs mains s'agitant frénétiquement sur les interrupteurs, leurs casques saturés de parasites et de voix hachées provenant du contrôle au sol. Sur l'écran central, une alerte rouge clignotante battait la chamade, panne DE pilote automatique, accompagnée d'un autre avertissement, plus terrifiant encore, alerte DE proximité. Le regard de Béa se posa sur l'écran radar où un point lumineux approchait à toute vitesse. Quelque chose volant dangereusement près de leur trajectoire à une vitesse inexplicable pour des vols commerciaux normaux. Le capitaine Tonio se tourna vers elle, partagé entre soulagement et crainte. « Dieu merci, vous êtes là. Nous avons perdu partiellement le contrôle de nos systèmes et un avion inconnu nous suit, peut-être hostile. » À cet instant, l'instinct de Béa s'aiguisa. Elle connaissait parfaitement les protocoles d'interception militaire. Elle avait déjà effectué ce genre d'interception, mettant à l'épreuve les nerfs des pilotes étrangers. Et elle savait aussi à quelle vitesse une confrontation à 9000 mètres d'altitude pouvait virer au drame. Tandis que l'avion tremblait sous l'effet des turbulences, les passagers, derrière la porte close, haletaient, ignorant que leur sort pouvait reposer sur la douceur d'une femme qui n'avait pas touché aux commandes d'un avion de chasse depuis des années. Pourtant, tandis que ses yeux parcouraient les instruments du cockpit, ses mains, son corps, retrouvaient le rythme du commandement, la séquence des actions, le calcul mental qui distinguait la panique de la survie. D'une voix plus calme qu'elle ne l'était en réalité, elle demanda « Avons-nous encore la commande manuelle ?» Le capitaine Tonio hocha gravement la tête, désigna les commandes et admit que le copilote Berto avait failli s'évanouir à cause d'une brusque et inexplicable montée de pression. Béa s'assit donc à la place du copilote avec l'étrange impression d'avoir été somnambule jusqu'à cet instant. Et maintenant, elle était pleinement éveillée, ramenée à la vie qu'elle croyait avoir enterrée. Elle agrippa le manche, sentit les vibrations, le lien direct entre la machine et l'homme, et murmura presque pour elle-même « Allez, chérie. Voyons ce que tu peux faire d'autre. » Comme si l'avion lui-même était son allié dans ce combat. Dehors, le ciel nocturne s'étendait à perte de vue, le Pacifique en contrebas n'étant qu'un vide noir. Et devant elle, l'appareil inconnu approchait, ses lumières clignotant d'une manière qui lui donna la nausée. Il ne ressemblait ni à un avion civil standard, ni vraiment à un avion militaire. Il paraissait modifié, irrégulier, comme conçu pour intimider. Et dans cet instant terrifiant, elle se souvint des briefings reçus pendant ses années de service, concernant les organisations secrètes qui utilisaient des avions non identifiés pour tester les défenses, les réactions et semer la panique. Elle pensa aux passagers derrière elle, des gens ordinaires qui avaient embarqué pour regarder un film, boire un verre et dormir, et qui se retrouvaient maintenant, sans le savoir, au cœur d'un potentiel incident international. Elle comprit que le commandant Tonio n'exagérait pas en parlant d'hostilité, car la façon dont l'autre avion volait à leur côté, se rapprochant délibérément à chaque passage, était de l'intimidation pure et simple, le genre d'intimidation que Béa avait vécu et pratiqué durant ses années de service. Le téléphone du cockpit sonna et la voix tremblante du chef de cabine parvint à ses oreilles. « Commandant,
les passagers paniquent. Que leur dit-on? Béa décrocha, d'un ton ferme comme un roc. Dites-leur que nous gérons la situation et rassurez-les. La panique se propage plus vite que le feu. Lorsqu'elle raccrocha, elle surprit le capitaine Tonio qui l'observait avec une expression mêlant incrédulité et admiration, comme s'il ne comprenait pas comment celle qui dormait en 8 à quelques instants auparavant pouvait maintenant orchestrer un sauvetage avec autant de sang-froid dans le cockpit. Mais Béa ignora ce regard, déjà en mode combat, calculant distance, vitesse et options. Soudain, la radio crépita, une voix déformée, froide et posée, s'éleva, vol 417, vous êtes hors de votre trajectoire. Préparez-vous à nous suivre. Béa fut surprise par l'accent étranger, mais elle ne parvenait pas à le situer. Une distorsion artificielle, sans doute, destinée à masquer une identité. Elle s'approcha du micro et répondit d'une voix assurée, ici un avion civil à destination de Sydney. Identifiez-vous. Mais la voix se contenta de répéter l'ordre, préparez-vous à nous suivre. Le radar indiqua que l'avion inconnu avait changé de position, se plaçant désormais devant eux, obligeant le jet commercial à modifier sa trajectoire sous peine de collision. Béa réagit rapidement, car elle connaissait cette tactique. C'était une épreuve de nerfs, un jeu dangereux. Mais avec des centaines de vies derrière elle, elle ne pouvait pas se permettre de jouer la carte de l'imprudence. Alors, elle stabilisa le manche, guidant l'appareil juste assez pour éviter un contact direct, tout en refusant de laisser l'avion fantôme prendre l'ascendant. Et elle murmura, pas ce soir. Pas après toutes ces années. Tandis qu'elle se préparait à l'inconnu, elle sentait au fond d'elle que ce n'était pas qu'un simple désagrément. Quelque chose de plus grave se tramait. Quelque chose la poursuivait à travers l'océan. Et le fait que l'appel pour un pilote de chasse ait été lancé sur ce vol précis, à ce moment précis, ne lui semblait pas une coïncidence, mais plutôt un dessein, comme si le destin ou des ennemis de son passé l'avaient ramené dans les airs pour un dernier combat. Le cockpit tremblait de tension tandis que l'avion inconnu reprenait sa route, virant avec une précision agressive, son ombre filant à travers les hublots comme un prédateur tournant autour de sa proie. Et la main de Béa se crispa sur le manche lorsqu'elle reconnut la manœuvre. Une passe d'intimidation à haut risque, conçue pour désorienter les pilotes. Elle entendait presque les cris de son instructeur d'antan résonner dans sa tête, « Tiens bon, Mendoza !» La peur est leur première arme. Elle s'efforça de calmer sa respiration, le cœur battant la chamade, car elle ne pouvait se permettre de montrer la moindre faiblesse. Pas maintenant, pas devant le capitaine à ses côtés, qui pâlissait, pas devant les centaines de passagers piégés derrière la porte, et surtout pas devant celui ou celle qui pilotait cet appareil hostile. La radio grésilla de nouveau, une voix déformée s'échappant de ses lèvres, « Vous suivrez les coordonnées transmises, ou vous en subirez les conséquences. » Le capitaine Tonio jeta un regard effrayé à Béa. Sur sa console, de nouvelles coordonnées étaient apparues, intégrées à leur système, court-circuitant le plan de vol standard et les dirigeant vers un lieu éloigné de leur route dans le Pacifique. L'estomac de Béa se noua. Il ne s'agissait pas d'un simple harcèlement. C'était un détournement coordonné par interférence à distance. Et les responsables disposaient de la technologie nécessaire pour accéder à leur système, ce qui signifiait que l'opération était loin d'être anodine. Il pouvait s'agir d'une opération d'État ou de l'œuvre d'un réseau secret, comme ceux dont elle entendait parler lors des briefings dans des salles obscures et sécurisées, où l'on chuchotait les noms de dirigeants mondiaux, mêlés à des mots comme menace et guerre de l'ombre. Et elle réalisa avec une horreur amère qu'elle n'avait peut-être pas été choisie par hasard, que quelqu'un au sol ou à bord de cet avion savait peut-être exactement qui était à bord. Le capitaine Béa Mendoza, ancienne pilote de chasse, celle qui avait déserté après une mission qui avait tourné au drame. Une mission dont elle n'avait jamais parlé, mais qui continuait de la hanter chaque fois qu'elle fermait les yeux. Et la pensée que son passé la rattrapait enfin dans les airs la laissa bouche bée. Mais avant qu'elle puisse y réfléchir sérieusement, l'avion fut secoué violemment, les alarmes hurlant tandis que l'appareil ennemi effectuait un passage si proche qu'il fit trembler le fuselage et que les tablettes de la cabine s'écrasèrent, des cris résonnant faiblement à travers la porte scellée. Béa reprit les commandes avec un calme imperturbable, criant au capitaine, « Bloquez les mauvaises coordonnées. Passez en mode manuel complet immédiatement. » Sa voix était si autoritaire qu'il obéit sans hésiter. Ensemble, ils luttèrent contre le système, désactivant complètement le pilote automatique et forçant l'avion à passer en mode de pilotage manuel. Mais cette victoire fut de courte durée, car le système de communication explosa à nouveau. Cette fois, non pas depuis l'avion ennemi, mais depuis l'interphone de la cabine.
La voix d'une hôtesse de l'air, stridente de peur, « Cockpit, cockpit, nous avons un problème. » 2 passagers tentent d'entrer dans la salle de service. Ils disent vouloir prendre le contrôle de l'avion. Ils sont armés. Le sang de Béa se glaça, cela confirmait tout. Il ne s'agissait pas d'un simple harcèlement extérieur. Des agents étaient infiltrés à bord. Et le timing ne pouvait être une coïncidence. Ils attendaient le moment de chaos maximal dans les airs pour attaquer de l'intérieur. Béa appuya sur le bouton de communication en criant « Sécurisez la cabine. Ne les laissez pas entrer. Retardez-les à tout prix. Nous allons les neutraliser d'ici. » Elle regarda le capitaine Tonio, qui semblait sur le point de perdre la tête, et murmura « C'est un détournement. » Béa secoua la tête, le regard déterminé. « Non, c'est pire qu'un détournement. C'est une opération coordonnée, et nous sommes arrivés au bon moment. » À ces mots, l'avion ennemi fondit de nouveau sur lui, se positionnant cette fois nez à nez, le défiant de riposter. Pour la première fois, il distingua clairement le fuselage, le métal sans marquage, les modifications étranges. Il retint son souffle, car un symbole faiblement gravé près de l'aile lui était familier. Un insigne noir qu'il avait aperçu pour la dernière fois lors de briefings classifiés. L'emblème d'un groupe paramilitaire dissident connu sous le nom d'Aigle Noir, une unité autrefois démasquée pour des missions illégales en zone de guerre, avant de disparaître dans l'ombre. Soudain, tout devint clair, d'une manière terrifiante. Des années auparavant, sa dernière mission s'était soldée par l'abattage d'un de leurs appareils. Une mission qui le hantait, car des civils y avaient été impliqués, et il avait déserté par la suite, la conscience tourmentée. Mais maintenant, à 9000 mètres d'altitude, l'Aigle Noir l'avait retrouvé. Et il ne poursuivait pas un avion au hasard. Il la poursuivait, elle. Et tandis que cette vérité lui transperçait le cœur, Béa serra plus fort son étreinte. Elle savait que ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une guerre inachevée, une guerre qu'elle n'avait pas demandée, mais à laquelle elle ne pouvait échapper. Derrière elle, inconscient de la situation réelle, des centaines de passagers priaient sur leur siège tandis que les agents se préparaient à attaquer. Et Béa, une fois de plus aux commandes d'un appareil dont les vies dépendaient d'elle, murmura entre ses dents serrées, « Si c'était moi que vous vouliez, vous regretteriez d'être venu ici. » La cabine trembla une dernière fois lorsque l'avion ennemi effectua son ultime passage. Les agents infiltrés dans la cabine furent submergés par le courage soudain retrouvé des passagers. Et Béa, les mains fermement agrippées aux manches, força le jet à piquer du nez, projetant l'avion ennemi au loin avant de les ramener près des vagues du Pacifique. Profitant de cet avantage, elle vira brusquement, semant l'appareil adverse, et regarda l'avion ennemi disparaître dans l'obscurité comme un fantôme retournant au néant. Un silence pesant régnait dans le cockpit, hormis la respiration haletante du capitaine qui, la regardant avec admiration, murmura « Vous nous avez sauvés. » Mais Béa secoua simplement la tête, les yeux rivés sur l'horizon, sachant que ce n'était pas la fin, seulement un répit. Cependant, alors que le soleil se levait lentement sur la courbe du globe et que Sydney apparaissait enfin sur le radar, il laissa échapper un petit soupir de soulagement, marmonnant « Pas maintenant », avant de reprendre les commandes et de retourner discrètement dans la cabine, où les passagers le regardaient comme s'il était plus qu'une personne, alors que tout ce qu'il voulait était de disparaître dans son siège 8A, de fermer les yeux et de retrouver l'anonymat, emportant avec lui le secret que la guerre qu'il pensait avoir abandonnée avait simplement trouvé un nouveau champ de bataille dans le ciel.